Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec... Je sais pas... Mais présente-toi! Mais Pépé, heureux de vous retrouver surtout, bonjour Arnaud. Et aujourd'hui, on va parler de télévision, vous nous avez posé vos questions. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de télévision avec vous. On va pas le faire. Mon prof me disait, on regarde la télévision sur un téléviseur. Merci pour cette précision. On me l'a fait à moi. Je vais pas vous mentir, si ce thème a été choisi, c'est que personnellement, j'ai envie de changer de téléviseur. Ah, le mec, il fait les émissions par rapport à lui. Laissez-moi sortir. En ce moment, il y a deux choses qui vont arriver dans ma vie, la PS5 et potentiellement un nouveau téléviseur. Donc on s'est dit qu'on va répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Allez voir dans les stories, on met parfois des stories, posez-nous vos questions et on y répond avec Pépé. Pépé, j'ai un budget de 400 €. Ah, donc, au revoir. Reviens. Tu me conseilles donc d'acheter plutôt une télé ou un projecteur? Ah bah 400 achète surtout un téléviseur. Parce que 400 en vidéoprojection, si tu prends un Pico ou un truc comme ça, tu vas avoir une image qu'on appelle les Pico. C'est quoi un Pico? Un Pico, c'est t'as des projecteurs fond de salle, t'as les projecteurs ultra courte focale, ceux que tu mets devant un écran tout près, et t'as les Pico. Les Pico, c'est des petites boîtes, mais ils ont le fâcheux défaut de pas souvent avoir une très large définition à ce prix-là et d'être pas très lumineux. Un téléviseur, il peut trouver à mon avis des 55 pouces à ce prix-là. Un bon vidéoprojecteur, la gamme de prix, c'est à peu près quoi? On va commencer à 650, 700, 800 avec BenQ, avec les premiers modèles Epson, les premiers modèles Optoma. Par contre, pour le gaming, il faut un peu oublier. C'est une question un peu globale qui revient, je crois que j'ai 50 questions sur cette thématique. Vaut-il mieux choisir de l'OLED ou du LCD? C'est pas du tout la même chose. La différence principale entre LCD et OLED, c'est qu'il y en a un qui a obligatoirement besoin d'un rétroéclairage. Donc c'est-à-dire qu'il y a des panneaux de LED qui sont à la Ça peut être différent, ça peut être des petites bandes LED sur le côté, ça peut être, il peut y avoir des panneaux, il peut y avoir tout ce qu'on veut, mais il faut le rétroéclairer. D'accord. Une dalle LCD toute seule ne peut rien faire actuellement. Par contre, l'OLED est auto-émissif. Il n'a pas besoin de rétroéclairage, il peut tout faire tout seul, ce qui fait que la différence principale entre le LCD et l'OLED, c'est le rendu du noir. Pourquoi? Parce que l'OLED n'a plus qu'à éteindre d'un coup toutes ses diodes. Il y a donc plus de noir entre guillemets sur la dalle. Et le LCD, lui, il va éteindre par bloc sur les côtés, donc il va avoir un ratio de contraste plus faillible, alors que l'OLED, c'est blanc, noir tout de suite. Ouf. Donc tu conseilles quoi plutôt? Alors, bah, moi c'est l'OLED. Parce que le LED, pour moi, le ratio de contraste le plus fort. Moi, je n'aime pas voir un film avec des barres noires, grandes ou petites, qui sont un peu grisées. Moi, le noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Par contre, il faut savoir qu'il y a des différences technologiques entre les deux qui sont propres. Par exemple, le LED, étant donné qu'il n'y a pas de rétroéclairage, il n'a pas une super luminosité. Là, tandis que le LCD, il rétroéclaire. Donc, il a une grosse patate, il a beaucoup de lumière. C'est parce qu'il en a justement beaucoup qu'on a du mal à le freiner. Mais les deux technos, en fin de compte, sont radicalement différentes. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Je pense que si on aime le cinéma et si on a un petit peu de sous-sous, sincèrement, je pense que l'OLED est une très belle solution. Parce qu'il y a une différence de prix. Ah bah terrible. Elle est liée déjà à la pénurie. Bah oui, mais oui mon petit Arnaud, les petits loulous. Le problème de l'OLED, c'est qu'il y a, à ma connaissance, qu'une usine et demie capable de produire de l'OLED dans le monde en grande quantité. Je parle OLED grande taille, hein, pas un OLED de smartphone. Donc c'est LG Display, qui peut a priori ne produire que 3 millions de dalles par an. Tout fabricant confondu. C'est-à-dire tout fabricant, que ce soit Panasonic, Sony, tout le monde se fournit donc chez LG Display. Et les dalles en début de l'année sont déjà toutes prévendues. Ah oui, donc en fait... Tu as une année entière à chaque fois de pénurie. Et les prix ne descendent pas parce qu'on a du mal à avoir des dalles. Je savais pas. Écoute, on en apprend tous les jours. Hein. Je suis tellement content de t'apprendre des choses. Je suis décoiffé. Une question de Bobby James. Déjà, j'adore le vrai nom. Je te connais pas, je te kiffe déjà. Quel est le meilleur OS pour une télé connectée? Ah bah c'est tout simple, WebOS. Chez LG, je le trouve génial. Mais le WebOS, moi je l'adore. Après, on peut dire ce qu'on en veut, moi j'adore le WebOS. Mathéo nous demande si c'est utile d'investir dans la 8K. Et, question adjacente, est-ce que la 16K va arriver dans les prochaines années? Mathéo, merci pour cette question qui ne m'embarrasse absolument pas. Faut savoir que industriellement, le 8K, d'après les Japonais, d'après tout le monde, c'était une finalité industrielle. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller plus loin pour le grand public. Finalité industrielle, grand public. 16K, ça existe en professionnel, mais ce n'est pas quelque chose pour le grand public, c'est de l'affichage. Est-ce que la définition 8K est utile en France et en Europe? Tous les gens qui disent le 8K ne sert à rien, j'ai envie de leur répondre, attention, votre téléviseur,
Ultra HD 4K passe déjà son temps à upscaler. L'idée, c'est de fabriquer des pixels qui n'existent pas. Et le téléviseur 8K, eh bien, il va se comporter comme un téléviseur Ultra HD 4K qui va upscaler du 1080p. C'est-à-dire qu'il va upscaler. Donc tout ça, c'est algorithmique en fait. C'est algorithmique, que ça soit un ou l'autre. Tous ces téléviseurs, qu'on soit lucide, passent leur temps à travailler les images entrantes. Donc la question est, le 8K, moi je dis pourquoi pas, si l'algorithme travaille bien, comme on peut le trouver chez LG, bien chez Samsung ou chez Sony, on sait que ça bosse, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent pour les algorithmes, pour justement compenser le fait que 99,9% de la planète n'a pas de 8K. Toute une question avec les téléviseurs de cerveau, d'algorithme. Et pour ça, il faut mettre cher, parce que sinon on a un algorithme qui est pas bon, même si la dalle est bonne. Question suivante, Pépé. Et moi, à choisir pour regarder Netflix, tu me conseilles plutôt un téléviseur ou un vidéoprojecteur, hors prix? C'est une très bonne question et je pense qu'on fera une émission carrément sur le vidéoprojecteur. Il y a beaucoup de questions et c'est bien. Oui. Je pense que les progrès au niveau des codecs sur le streaming permettent des très grandes images de plus de 2 mètres qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc si tu as les moyens, si tu as vraiment une bonne source, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, tu peux en effet tenter tes spectacles nocturnes dans une pièce où tu peux faire le noir même dans la journée, avoir un vidéoprojecteur. Il y en a des très bien à partir de 900 €. Chez BenQ, Optoma et autres, et avoir une très belle image. Est-il vrai que le LCD est plus durable dans le temps que l'OLED? Je pense que cette question est la vraie question de cette vidéo. Parce que je la lis au moins entre 350 et 400 fois par semaine. Une chose est certaine, c'est que le LCD n'a pas techniquement les problèmes qu'on peut trouver sur certaines dalles OLED, ce qu'on appelle le marquage, donc la brûlure. Et ce qu'on appelle brûler, c'est par exemple quand vous laissez, on va prendre l'exemple d'un logo aller pendant 3 jours sur un écran OLED, vous allez éteindre votre écran OLED, vous allez voir encore la trace fantôme du logo. Il faut savoir que les technologies appliquées maintenant de l'anti-marquage avec l'OLED ont beaucoup évolué depuis 2 ans, notamment LG ou d'autres ont installé des systèmes anti-marquage nocturnes, où quand tu éteins ton téléviseur, faut pas le déconnecter du secteur, il va commencer à analyser un petit peu les choses et s'il voit justement qu'il y a un problème de marquage, de surchauffe, il va commencer à travailler justement la gestion des pixels. Et il faut également savoir que si tu mets ton téléviseur longtemps en route avec un logo, il va diminuer toute la luminosité sur cette partie-là uniquement. Donc les technologies évoluent. Attention, le risque zéro n'existe pas en LCD. Le LCD, il y a un rétroéclairage, il peut y avoir des fuites de lumière, du clouding, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas une technologie parfaite. Il y en a peut-être une qui pourrait être parfaite mais qui coûte une blinde, c'est le micro LED. Le tarif, c'est 400 000 € pour 160 pouces. Ah bah, secteur pro. Il y a une question micro LED? Oui. Oh les loulous. Je suis content. Bah du coup, seconde question. Est-ce que l'avenir du téléviseur est dans le micro LED? C'est une très bonne question parce que je me suis toujours demandé à quel niveau de bluff étaient tous ces fabricants qui balançaient le micro LED partout sur les salons, IFA de Berlin, CES, c'est-à-dire regardez, l'avenir du téléviseur est là, c'est le micro LED. Et moi, chaque fois que je demandais le tarif depuis 2 ans, Arnaud, t'avais les mecs en face qui bottaient en touche. Oui, mais le tarif, on te le donnera plus tard, Pépé, on sait que c'est l'avenir. Et les premières réponses que j'ai eues, c'était 150 000 et 400 000 € pour des écrans qui étaient de 100 pouces et 163 pouces. Pardon? Pardon? Mais c'est vrai. Ah mais en fait ils en produisent qu'un. Voilà, ça vous donne une idée. Moi je continue à penser, pourtant je souhaitais que le micro LED soit là rapidement. Je continue à penser pour le moment, c'est vraiment le secteur professionnel qu'il faut pour le moment, dans tous les cas, le grand public se l'enlever un petit peu de la tête et penser plutôt évolution de l'OLED, de l'LCD, le QLED, le rétroéclairage mini LED qui progresse. Est-ce que tu peux me dire pourquoi cette technologie est si chère? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Bah c'est comme si tu avais des petites LED comme ça de toutes les couleurs, arrimées les unes aux autres, donc c'est extrêmement compliqué à fabriquer. Mais par contre l'avantage c'est que c'est pas sensible ni aux UV, il n'y a pas de marquage, il peut y avoir une très belle luminosité, un ratio de contraste absolument infini, donc 1 million sur 1 puisqu'il y a des couches, des coatings qui permettent d'avoir un très haut ratio de contraste. Donc toutes ces petites diodes comme ça collées les unes aux autres, c'est une solution qui est tirée de l'affichage. Quand tu vas dans les stades, tu as des murs de LED, et ben là c'est des micro LED. C'est quelque chose qui serait entre ce que peut faire l'OLED en ratio de contraste et ce que fait le LCD par les diodes. Ça serait une sorte de gloubi-boulga entre tout ça. Question suivante, Pépé. Est-ce que si j'ai un téléviseur qui n'est pas compatible Dolby Vision, je rate quelque chose? Alors d'abord on va expliquer. On s'est aperçu il y a quelques années avec effroi, regarde ma tête d'effroi. On s'est aperçu que les téléviseurs tels qu'ils étaient ne parvenaient pas à avoir tout le spectre de ce que nos yeux d'humains voient. Je prends toujours l'exemple, là on a des éclairages formidables devant nous. Les gens ne se rendent pas compte, on a carrément une sorte de grand soleil qui crache. Et moi, en tant qu'être humain, je vois le grand soleil, extrêmement lumineux, mais je vois également les caméras, je vois tout, je vois pas le contre-jour. Donc on a créé le HDR, donc le premier c'était le HDR 10, qui permettait de façon statique pendant tout le film d'avoir un réglage qui permettait de déboucher le noir. Okay. On a créé après le Dolby Vision. Le Dolby Vision, c'est vraiment le cinéma avec un réglage performant
scène par scène, plan par plan, image par image. Donc le téléviseur doit avoir un plus gros cerveau, la dalle doit aller beaucoup plus vite pour avoir comme ça cette amplitude, mais on a ce qui est le plus proche du cinéma. C'est pour se rapprocher de la vision de l'œil. Okay. Et le concurrent de Dolby Vision, c'est le système entre guillemets Samsung, le HDR10+. La différence entre les deux, il y en a un qui est secteur cinéma, Dolby Vision. HDR10+, c'est une licence qui est ouverte et non payante. Derrière, Dolby, c'est une entreprise à part. À part. Donc tous les téléviseurs libellés Dolby Vision intègrent la licence Dolby à l'intérieur. Mais c'est bien que techniquement, on le propose maintenant au grand public. Je pensais que ça allait rester, moi, en professionnel. Parce que les pros l'utilisent depuis longtemps, le HDR. Nouvelle question de la part de Take Me Now. Take Me Now. Je t'aime déjà, toi aussi. Quel serait, selon toi, le meilleur téléviseur pour la prochaine Xbox ou PS5 à un prix raisonnable? Ça n'existe pas, un prix raisonnable. Non mais sur quels critères faut-il choisir cette télévision? Alors d'abord, il faut que ce soit un critère de savoir que ces consoles qui vont se pointer, on aura l'occasion d'en reparler dans tous les prochains Ask, vont avoir des performances liées à une HDMI, qui est la 2.1. Pas la 2.0 A ou B, hein, la 2.1. Donc soit le téléviseur que vous voulez acheter a déjà une HDMI 2.1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'encaisser de l'Ultra HD 4K jusqu'à 120 images par seconde avec les modes ALLM ainsi que VRR. Je suis désolé, j'ai pas d'autre solution. Tu me fais l'alphabet là? Non, parce que il faut que ces téléviseurs, si vous voulez un téléviseur performant pour le gaming, performant j'entends, le top du top, il faut que votre téléviseur soit capable de reconnaître le VRR, ALMM est capable d'encaisser Ultra HD jusqu'à 120 fps en théorique. Et ça, en effet, il n'y a pas 36 milliards de téléviseurs qui le font actuellement, mais il y en a plein qui vont le faire en arrivant. Actuellement, moi, dans ma tête, j'ai les modèles Sony, justement, qui vont se pointer avec marqué dessus Ready for PlayStation ou bien Made for PlayStation. Les modèles Samsung sont en cours d'évolution, donc avec des mises à jour, certains peuvent en effet le faire. Mais on est sur une période charnière. Vous comprenez bien, c'est que cette vidéo tombe bien, mais en même temps, elle tombe mal. C'est-à-dire qu'on est juste au moment où les consoles sont pas encore sorties, et juste au moment où les fabricants de téléviseurs vont nous balancer un tas de téléviseurs dans les 4 mois à venir, 5 mois à venir, qui sont pile poil made for next gen. Attends, t'es hors cadre. Mais je fais exprès parce que je vais revenir quand tu vas me poser la question. Ah d'accord. Pépé, est-ce qu'il y a une différence entre le QLED et l'OLED? Le QLED, c'est du LCD. Il y a quelques années, j'en ai voulu à Samsung qui a commencé à appeler les téléviseurs LCD des téléviseurs LED. Alors que le LED, ce n'est que l'éclairage. C'est-à-dire, c'est comme vous disiez, j'ai une voiture, et si vous appelez la voiture roue. C'est juste une composante en fait. Donc les gens ont commencé à dire ah je veux un téléviseur LED. Coco c'est du LCD. Donc le QLED c'est une évolution du LCD mais ça reste du LCD. C'est encore Samsung hein, qui a commencé. Oh Samsung. Donc Samsung a commencé à baptiser sa technologie de boîte quantique donc Quantum Dots. Ils ont baptisé ça QLED. Ça fait que de loin on a l'impression que c'est OLED. Hein, dans le magasin moi je vois OLED avec un Q encore mieux. C'est une lettre qui est plus loin dans l'alphabet donc ça doit être mieux que l'OLED. C'est ce que je me dis moi. LOL-Q. Non je rigole. Donc non mais moi aussi. Alors le truc c'est que moi j'ai testé des QLED chez Samsung, fonctionnaient super bien. Je veux dire en haut de gamme ils ont fait des progrès de folie, mais ça reste du LCD avec cette surcouche autour du rétroéclairage avec ces points quantiques qui sont comme des amplis. Des amplis à lumière, à couleur, qu'on met là, pour que ça soit mieux, plus joli. Pépé, quels sont les 3 critères que tu regardes avant d'acheter un téléviseur? Premier truc, j'essaie de choisir, est-ce que je veux de l'OLED ou du LCD, LCD QLED ou OLED. Deuxième truc, moi je vais regarder s'il est HDR10, Dolby Vision, truc comme ça, parce que moi je suis un fan de streaming et j'ai envie de rester dans le coup pendant des années quand même. Troisième truc, je vais voir la diagonale de l'écran, parce que j'aime bien les grandes images, est-ce que je peux me payer ça, est-ce que ça va avec mon intérieur, j'ai assez de recul. Je rajouterai un 4e truc quand même, est-ce qu'il est compatible vraiment le gaming comme j'ai envie de le faire, c'est-à-dire déjà est-ce qu'il a un pied sur l'avenir du gaming parce que les consoles se pointent, faut être réaliste, on finira peut-être avec ça, les consoles next-gen, qu'on le veuille ou non, ça va être un coup de fouet à l'industrie du téléviseur comme vous avez jamais vu depuis 7 ans, c'est-à-dire que toutes les marques vont essayer de faire des téléviseurs qui sont les meilleurs au monde pour avoir le minimum de latence, l'input lag, parce qu'ils sont obligés ces fabricants, donc ça va progresser à vitesse grand V pendant l'année à venir, c'est génial pour vous, comme pour moi, comme pour nous, parce qu'on va pas arrêter d'en parler, ça va progresser, c'est un coup de boost, ça va arriver en rafale, Sony, LG, tout le monde va s'y mettre. C'est déjà fait d'ailleurs chez ces deux-là. Merci Pépé d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais c'était un plaisir Arnaud, mais qu'est-ce que je suis content, c'est le numéro 2 de Ask. Il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est presque infini. La high-tech c'est infini, on n'arrêtera jamais d'avoir envie d'acheter des produits. Je pense pas, mais jamais, on sera là pour répondre. Enfin, moi je sais pas, je resterai là, mais lui il va rester là. Au revoir. Reviens pour la fin, reviens. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires du coup ce que vous en avez pensé. Posez vos questions pour la prochaine. Des trucs gentils, pitié, parce que je suis un garçon extrêmement sensible. Quand on me dit des trucs qui sont pas sympas, je chiale. Menteur, tu lis pas les commentaires.
Voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que c'est là-dessus que vous pourrez nous poser les prochaines questions. En story, tu sais, avec le petit widget. Je connais rien du tout. Tu connais pas? J'ai jamais utilisé ça, moi, tu sais bien. Je vais t'apprendre. Allez, merci, ciao! Vraiment, merci beaucoup, hein, et à bientôt.